Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont en présence. Merci de prendre le temps d'assister à cette présentation-là. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de faire un survol sur la question, en gros, qu'est-ce qu'un robot? Parce que vous êtes pour la plupart des membres du véhicule autonome de l'Université Laval, où vous vous intéressez à la robotique. Puis en fait, on voulait prendre le temps de vous donner un survol global de la robotique. C'est quoi les concepts? C'est quoi les capteurs? C'est quoi les systèmes qu'on utilise? Pour que dans vos travaux puis dans vos projets, vous seriez en mesure de comprendre les mots-clés. En fait, vraiment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner une notion sur les mots-clés qu'on utilise en robotique pour que vous soyez capable de participer à une discussion puis aller chercher du code en ligne ou créer un système robotique puis que ça soit déjà plus familier pour vous. On ne va pas aller dans le gros détail parce qu'on a une limite de temps aujourd'hui, mais on va donner un bon survol. Puis dans la suite des présentations, par rapport au tutoriel de robotique qu'on fait avec le vol, on va creuser de plus en plus en détail dans différents secteurs de la robotique, mais ces secteurs-là, on va tous vous les présenter aujourd'hui. Donc, vous allez avoir une bonne vue globale de qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Cette présentation-là a été réalisée par moi, entre autres, puis plusieurs collègues qui sont notamment dans la salle en ce moment. Puis, en fait, notre objectif, on est des étudiants gradués du Nord-Lab, puis notre objectif, c'est de partager l'expertise qu'on développe en faisant nos études graduées à tous les membres du véhicule autonome de l'Université Laval. Donc, sans plus attendre, pour commencer, la première question qu'on va poser, c'est pourquoi on s'intéresse à la robotique. La présentation précédente faite par François avait un but un peu d'explorer la culture générale, l'histoire de la robotique, mais maintenant, on va se dire, c'est quoi qui est intéressant à faire la robotique? Nous, de notre côté, il y a beaucoup de projets ou beaucoup d'industries qui vont avoir pour lesquels la robotique va avoir un énorme impact dans les 10 prochaines années. Nous, c'est pour ça qu'on juge que c'est pertinent de faire nos devoirs puis d'apprendre comment la robotique fonctionne pour pouvoir aller travailler sur ce genre de projet-là, ce genre de produit-là, pour avoir un impact dans la société. On vous a sorti quelques exemples qui peuvent être intéressants pour vous. En haut à gauche, on a la compétition du DARPA Challenge. Ouais, vas-y. L'application de PowerPoint Live, on a de la difficulté à le faire. Est-ce que tu vois mal ce qui est écrit? Non, 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 il n'y a pas de trouble. En fait, mon but, c'est de rendre ça facile pour vous. Je peux-tu cacher les participants? Mais je comprends pas pourquoi je vois un peu tous ces participants ici, là. Mais si vous êtes quand même capable de voir, en fait, désolé pour pouvoir enchaîner, là, on va continuer comme ça. La première exemple, c'est le DARPA Challenge. En fait, c'est une compétition organisée par le DARPA, l'Agence de recherche avancée de l'armée américaine. Sur ces projets-là, en fait, ils vont lancer des défis aux chercheurs, des défis qui sont importants pour le futur de la technologie. Puis, il y a beaucoup de grosses universités qui vont y participer. Par exemple, on a le MIT, la NASA va participer à ça. Puis, le but, c'est de déployer des robots dans des environnements extrêmement complexes, puis de résoudre des tâches qui vont avoir un intérêt pour plusieurs sphères de la société. Récemment, le laboratoire, on a participé au Subterranean Challenge. Ce défi-là vise à explorer des environnements souterrains et détecter des artefacts et ou des survivants dans le cas d'opérations de recherche et de secourisme dans des environnements qui sont inconnus par les robots. Deuxièmement, on en entend beaucoup parler, il y a les véhicules autonomes. On vous a donné l'exemple de Google Waymo, qui est un des gros joueurs dans ce domaine-là. En fait, automatiser l'industrie du transport, que ce soit transport individuel ou transport à plus grosse échelle, comme le camion qu'on voit là. Il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur ces problèmes-là. Au laboratoire, on se positionne avec une expertise qui peut être intéressante pour travailler dans ces compagnies-là qui font ces projets-là. Troisièmement, dans la robotique, il n'y a pas juste des véhicules comme on a montré là. Il y a aussi la robotique qu'on appelle manipulative, pour lesquelles automatiser des tâches dans l'industrie manufacturière, ça devient super intéressant, particulièrement dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle, disons, qu'on peut observer dans plusieurs pays, notamment ici. Puis, troisièmement, il y a des projets hyper importants d'exploration spatiale où ça va vraiment venir captiver notre imaginaire, comme on a vu récemment avec la sonde Curiosity sur NASA. Pour ces projets-là, en fait, par définition, on n'a pas le choix que le système qu'on envoie
sur un autre environnement comme la planète Mars, littéralement, on n'a pas le choix que ce système-là soit autonome, en fait, parce qu'on ne peut plus aller corriger les petits défauts puis venir intervenir manuellement sur ces systèmes-là. Ils sont déployés, il faut qu'il y ait un degré d'autonomie élevé. Donc, c'est important d'aller développer notre expertise puis de comprendre bien les concepts de la navigation autonome pour pouvoir envoyer ce genre de système-là euh, sur une autre planète. Après ça, on voulait vous expliquer aussi pourquoi c'est intéressant de faire de la recherche. Pourquoi actuellement il y a un laboratoire à l'Université Laval qui fait de la recherche en robotique mobile ou en robotique en général. C'est parce que c'est complexe de faire de la robotique. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés encore. Puis il y a beaucoup de travaux de recherche, de développement qui sont actuellement en train de se faire puis qui vont continuer à se faire dans les 10 prochaines années. Donc, on pense vraiment que c'est un domaine, de un, passionnant, mais de deux, avec beaucoup de débouchés qui vont ressortir. Puis en fait, il y a un paradoxe qui est important en robotique qui s'appelle le paradoxe de Moravec, qui veut dire le plus difficile en robotique, c'est souvent ce qui est le plus facile pour l'homme. Donc, il y a des tâches que nous, en tant qu'humains, on va prendre pour acquis, puis on va vous donner quelques exemples par la suite, qui sont extrêmement difficiles à faire par des systèmes robotiques. On vous a sorti quelques exemples juste pour vous montrer quelques systèmes. Puis ça, c'est des nouvelles qui sont arrivées il y a vraiment pas longtemps. Excusez-moi, j'ai pas mon curseur. Par exemple, conduire sur l'autoroute ou éviter un obstacle comme ça. En fait, on est tous capables de faire ça quand on conduit notre véhicule. Par contre, système de véhicule autonome, ça devient hyper complexe de détecter dans toutes les situations possibles. Évidemment, quand eux, ils ont testé ça en laboratoire, ça fonctionnait à chaque fois, mais après ça, quand tu déploies 2000 véhicules autonomes, il peut y avoir des situations où il y a des problèmes. On ne sait pas ce qui est arrivé exactement dans ce cas-là, mais c'est un des exemples qui peut arriver. Sinon, tâches d'interaction avec l'environnement, comme simplement sortir d'un véhicule, qui est d'ailleurs le DARPA Challenge, donc la crème de la crème en robotique. Juste sortir d'un véhicule, ça on le fait à chaque jour, c'est difficile en robotique parce qu'il y a une série d'étapes à faire, contorsionner ton corps d'une manière à ce que c'est extrêmement compliqué de développer des systèmes qui sont capables de le faire de manière répétitive, autonome. Puis, troisièmement, des environnements, c'est hyper complexe. Ça, c'est un extrait qu'on a pris au DARPA Challenge auquel on a participé, où il y a un drone qui s'en va faire une recherche d'artefacts dans une salle. Puis, on va rapidement voir, il commence à avoir des débris qui sortent dans les airs. Puis, tranquillement, pas vite, il y a un de ces débris-là qui est un sac qui va venir complètement détruire le drone en question. Puis, ces situations-là, si vous avez travaillé dans des usines, vous avez vu un peu le terrain, ça arrive à chaque jour, même à chaque heure, il y a une situation comme ça qui peut arriver. Puis développer des systèmes. Actuellement, la recherche en robotique a pu développer des systèmes en laboratoire, en environnement contrôlé, mais développer des systèmes robustes à toutes ces conditions-là, c'est extrêmement complexe. Puis c'est pour ça, c'est là les 10 prochaines années qui vont. C'est le nerf de la guerre dans les 10 prochaines années en robotique. C'est là que les entreprises puis les laboratoires de recherche vont pousser à améliorer la science. On veut faire une distinction dans cette présentation-là. On peut en ce moment distinguer la robotique comme ayant deux branches principales. La première chose, le premier domaine, c'est la manipulation. On va parler souvent de bras robotisés qui vont venir automatiser des tâches sur le plancher, souvent de manufacture, donc potentiellement assembler des composantes dans un système. Ces systèmes-là, on va appeler ça la manipulation robotique. L'autre branche, ça va être la robotique, on dit la robotique mobile. Donc, c'est de prendre un système qui n'est pas fixe, contrairement à la robotique manipulative. Puis ce système-là va explorer ou va se déplacer dans un environnement qui est potentiellement complexe. Vas-y, Tammy. Mettons que... ouais, ben ok, c'est un bon point. Je vais essayer de fermer le son de l'ordi. D'après moi, on regardera, on a d'autres vidéos qui s'en viennent, on regardera aux prochaines vidéos. D'accord. Donc, c'est ça, le but de la robotique mobile, c'est de prendre une plateforme, typiquement un véhicule, puis on va l'envoyer dans des environnements, puis on va automatiser des tâches qui nécessitent un véhicule, comme par exemple la Tesla qu'on voit ici. La tâche, c'est de déplacer un humain du point A au point B. Bien, on va vouloir tranquillement automatiser ces tâches-là. Sinon, on a des robots qu'on va dire quadrupèdes. Ces robots-là, en fait, c'est un peu des robots chiens qui vont aller explorer des environnements souvent non structurés pour détecter ou interagir avec l'environnement. Après ça, on a les robots d'entrepôt, comme on peut dire, développés ici chez Amazon. Puis on a aussi des drones qui vont permettre de prendre des données ou interagir, mais par le point de vue aérien. Euh, Au laboratoire, au Norlab, en fait, on se concentre majoritairement sur ce qu'on appelle la robotique mobile. La présentation aujourd'hui,
porte sur la robotique mobile et non la robotique manipulative. Il existe des laboratoires et des cours à l'Université Laval qui portent sur ce domaine de la robotique-là. C'est super intéressant, mais d'un souci de garder la présentation concise, on va se concentrer majoritairement sur la robotique mobile pour cette présentation-là. De toute façon, au vol, typiquement, c'est avec ça que vous vous intéressez. C'est le domaine principal d'activité que vous avez au vol. Donc, ici, on a tenté, on a itéré beaucoup avec l'équipe pour trouver la représentation la plus générale puis la plus simplifiée d'un système robotisé. En fait, un système robotisé, ici, on l'a mis dans l'encadré en vert. C'est un système qui va inclure plusieurs composantes, mais son objectif principal, c'est d'interagir avec un environnement donné. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est, disons, la définition dictionnaire d'un système robotisé. Puis ce système-là, on peut voir ça comme une boucle un petit peu, en fait. Disons, on a, admettons, notre robot qui se trouve dans l'environnement ici. Ce système-là va utiliser des capteurs. On peut faire un parallèle entre capteurs et, disons, les yeux d'un humain ou les sens d'un humain. Ces capteurs-là, il va les utiliser comme information en entrée des algorithmes de navigation autonome qui vont effectuer beaucoup de calculs pour éventuellement calculer la réponse adéquate avec des actionneurs qu'on appelle donc des moteurs pour que le robot se déplace à l'endroit désiré ou effectue la tâche désirée dans l'environnement. Donc ici, c'est simplement que le robot a décidé qu'il voulait se déplacer un peu plus loin dans ce champ-là. Mais éventuellement, cette boucle-là est répétée à l'infini avec un robot, dépendamment des tâches qu'on lui demande dans l'environnement. Par la suite, en fait, on va aller discuter de chacun des composantes au fur et à mesure de la présentation. On va utiliser ce schéma-là comme guide. Puis, en fait, on va décortiquer chacune des composantes d'un robot une à une. La première composante, c'est les capteurs. En fait, les capteurs vont permettre de mesurer des éléments dans l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont possibles à mesurer. Euh, Puis, ces capteurs-là, on peut les distinguer en différentes sections, différents types de capteurs. La première section étant les capteurs extéroceptifs. En fait, des capteurs extéroceptifs, le mot a l'air complexe. La seule chose que ça veut dire, c'est on va prendre des mesures sur l'environnement externe du robot. En fait, c'est souvent des capteurs qui vont aller prendre des images de l'extérieur ou envoyer de l'énergie vers l'extérieur pour mesurer l'environnement externe. Puis la distinction avec ces capteurs-là, c'est des capteurs proprioceptifs. En fait, ces capteurs-là vont prendre des mesures sur le corps du robot lui-même. La façon simple de distinguer les deux, un capteur proprioceptif, on peut lancer ça dans l'espace. Par exemple, j'ai le robot ici. J'ai, disons, le capteur, la centrale inertielle dans le robot. Si j'envoie mon robot dans l'espace, la centrale inertielle continue de fonctionner parce qu'elle va prendre des mesures sur l'orientation, la vitesse angulaire du corps du robot. Tandis que dans les capteurs extéroceptifs, si je prends une caméra, par exemple, j'envoie la caméra dans l'espace, mais la caméra ne fonctionne plus parce qu'elle n'a plus l'entrée de lumière nécessaire pour faire des observations. Comprenez-vous la distinction entre les deux? Oui. Y a-t-il quelque chose qui est moyen clair entre les deux? Puis, ben, c'est correct, là, il n'y a, pas de trouble, on a le temps de repasser là-dessus, mais est-ce que tu as une question, est-ce que tu as un questionnement sur l'analogie que j'ai faite entre les deux actuellement? Proprioceptif, ouais. Ouais. Ah, ben le robot, en fait, si on l'envoie dans l'espace, il ne fonctionnera pas. Parce que, mettons, un robot à roue comme ça, si je l'envoie dans l'espace, il ne sera pas capable de se déplacer dans l'espace. Il n'y a pas, il y a pas aucun sol sur lequel interagir, il n'y a pas de gravité. Mais il y a des capteurs dans le robot qui vont continuer à nous envoyer un signal. Il y a une analogie qu'on peut faire un peu plus tard dans la présentation où il y a des capteurs qu'on appelle des encodeurs qui vont mesurer la position des roues du robot. La position de la roue du robot, on peut la mesurer même si le robot se trouve dans l'espace, en fait. C'est pas grave. Par contre, disons un capteur caméra, ben, on peut pas observer euh, de lumière qui proviennent de l'espace parce que l'espace, il n'y a pas de lumière dedans, en fait, là. C'est ça la nuance entre les deux. Est-ce que c'est plus clair? OK, tant mieux. Ouais, c'est une bonne idée. En fait, la question ici, c'était, il y a, en fait,
La nuance à dire, c'est que les capteurs proprioceptifs, quand on envoie le robot dans l'espace, c'est pas quelque chose qui va empêcher le robot de fonctionner en général. C'est vraiment le capteur lui-même, est-ce qu'il fonctionne ou pas dans l'espace. Parce qu'on se dit que le robot, si on l'envoie dans l'espace, il va arrêter de fonctionner généralement, en fait. Je pense que c'est ça le résumé de la question. Après ça, dans les capteurs proprioceptifs, tant qu'à être dedans, il y a la centrale inertielle. En fait, c'est un capteur qui va mesurer la vitesse angulaire. On va y revenir plus tard. Puis, on a les encodeurs qui mesurent la position des roues. Sinon, sur la table qu'on a ajoutée ici, dans les capteurs extéroceptifs, on va les diviser en deux catégories. En fait, la première catégorie de capteurs extéroceptifs, on appelle ça des capteurs actifs. Les capteurs actifs, par définition, c'est des capteurs qui vont envoyer de l'énergie dans l'environnement pour prendre des mesures. Donc, un capteur qui envoie un laser dans l'environnement puis qui mesure le temps que ça prend pour que le laser revienne est un capteur extéroceptif. Un capteur passif, qu'on va dire, c'est un capteur qui va juste prendre l'énergie qui vient de l'environnement. Par exemple, capteur actif, on a les capteurs LIDAR qu'on a mis ici qui permettent d'envoyer des lasers partout autour du robot, mesurer le temps que ça prend au laser de revenir une fois qu'il rebondit sur l'environnement, puis créer une carte 3D. Ça, c'est un capteur actif parce qu'il doit envoyer de l'énergie pour fonctionner. Un capteur passif, l'exemple parfait, c'est la caméra. En fait, la caméra va mesurer la lumière qui entre dans son système. Elle ne va pas émettre de la lumière pour mesurer le retour. Donc, c'est vraiment la nuance entre les deux types de capteurs extéroceptifs, passifs ou actifs. En fait, on va les passer un à un, juste pour vous donner un principe de fonctionnement général. Premièrement, l'encodeur. L'intention de l'encodeur, c'est mesurer la position ou la vitesse des roues. C'est super important si on fait un modèle de mouvement du véhicule de mesurer la position des roues parce qu'on peut transmettre ça en position du corps du véhicule. Si on dit en fonction de la vitesse que la roue avance, bien, ça nous permet d'estimer à quel point le véhicule a avancé. Ces capteurs-là, en fait, c'est des disques optiques qu'on va trouver souvent au sein même des roues ou dans les moteurs qui vont faire avancer les roues. Puis dans la présentation, le disque optique ici, en fait, on peut voir qu'il y a deux séries, on appelle ça des tics ou des coches dans les disques qui vont permettre en fait, à l'endroit ici, il va y avoir un diode qui va permettre d'envoyer une lumière, un récepteur qui va recevoir la lumière. Puis si la lumière permet de passer au travers du disque comme dans une zone blanche, on va prendre une mesure ici. Si la lumière ne passe pas, comme dans une zone noire, on va dire la lumière ne passe pas. Puis en fonction du signal qui est observé, en fonction de noir-blanc ou blanc-noir, mais on peut compter la rotation du disque, en fait. Puis en comptant ces rotations-là, en fait, ça se fait en utilisant le signal. Le signal, disons, du canal ici, on a ouvert, ça veut dire que la lumière passe, puis tranquillement, on a fermé. Puis en comptant ces impulsions-là, on est capable de compter les rotations effectuées par le disque optique. Puis ces rotations-là, en fait, sont très clés pour estimer le déplacement du corps du robot. Donc, ça, c'est le premier, c'est l'encodeur. La seconde, c'est la centrale inertielle. La centrale inertielle est utilisée pour mesurer l'accélération linéaire, ça veut dire l'accélération du corps du robot, et la vitesse angulaire du corps du robot. Fait que c'est les deux mesures qu'une centrale inertielle, typiquement, va nous fournir. Puis en fait, on vous a mis un schéma au tableau qui montre en fait le système d'axe. Chaque robot, on va le définir comme étant un système d'axe X, Y, Z qui va se trouver autour du corps du robot, puis on va pouvoir prendre des mesures de la vitesse angulaire, par exemple, du robot en fonction de ce système d'axe-là. J'ai une question pour vous. Si on est capable de mesurer l'accélération linéaire et la vitesse angulaire avec une centrale inertielle, on s'entend que la position linéaire ou angulaire, disons la position linéaire, c'est la double intégrale de l'accélération linéaire, puis la position angulaire ou l'orientation du robot, c'est la simple intégrale de la vitesse angulaire. Pourquoi que ces mesures-là ne sont pas suffisantes pour estimer la position du corps du robot en tout temps? Ouais, ouais, c'est probablement un problème quand on est à vitesse constante. Il y a peut-être il y a d'autres raisons aussi pourquoi c'est problématique. Ouais, Tommy? On n'a pas de position de référence, on va pas venir trouver un feedback dans l'environnement. En fait, on est purement dans le robot. Ouais, ouais, c'est vrai. On prend pas. Toi, Damien, t'avais. Ouais, le fait Damien nous sort. C'est un autre facteur qui est important. C'est qu'en fait, on prend souvent pour acquis que les capteurs sont parfaits, qu'ils vont nous donner littéralement la mesure de la vitesse angulaire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a deux composantes
un capteur qui peuvent poser problème. Le premier, c'est le bruit, comme Damien dit. Ça veut dire que si, disons, le robot bouge pas, la mesure de vitesse angulaire va osciller autour de zéro. Que la mesure estimée par la centrale inertielle va jamais être pile exactement sur la vraie valeur physique observée sur le robot. Deuxièmement, il y a un biais avec ces capteurs-là. En fait, la centrale inertielle est pas parfaite. Elle va nous dire qu'on tourne à une vitesse même si on tourne pas. Parce que ça, c'est des défauts de fabrication. Puis ça, en fait, il faut qu'on soit capable de prendre ça en compte dans nos algorithmes. C'est la raison pourquoi on va utiliser d'autres capteurs que seulement la centrale inertielle. Est-ce que c'est clair, la réponse à la question? Merci de vos réponses. C'est ça, en fait, la slide suivante voulait vous donner ces informations-là. Puis, deuxièmement, un avantage de ces capteurs-là, puis typiquement des capteurs actifs, pas actifs, excusez-moi, proprioceptifs, c'est qu'ils nous fournissent une fréquence élevée. Typiquement, si par exemple, une caméra va nous donner une image 30 fois par seconde, disons, tu sais, on peut aller chercher cette fréquence-là de fonctionnement d'une image, bien, une centrale inertielle, ça va nous donner la mesure à 400 fois par seconde. Donc, on a vraiment plus de mesures entre. En fait, pour deux images de caméra, on va aller chercher beaucoup de mesures de centrale inertielle. Puis ces mesures-là sont super intéressantes pour estimer le mouvement entre deux mesures faites avec des capteurs extéroceptifs. C'est un des intérêts majeurs de ces capteurs-là. Deuxièmement, la deuxième image de capteur, là, on est rendu dans le extéroceptif. Excusez-moi, il n'y a pas eu de transition, là. Le premier exemple, c'est un lidar. En fait, un lidar, c'est un capteur qui va viser à envoyer des lasers dans l'environnement, mesurer le temps pour que l'onde de laser revienne au capteur. Puis cette mesure-là, en fait, nous dit la distance, en fonction de la vitesse de la lumière, nous dit la distance de l'objet qui a été frappé par le laser. Ça, on peut le voir en une dimension, un seul laser, un seul retour. Mais typiquement, comment les lidars vont fonctionner, c'est qu'ils vont envoyer des lasers sur une circonférence en tournant sur eux-mêmes. Donc, ils vont produire une mesure à 360 degrés. Puis même, les leaders récents qu'on a vont envoyer les lasers en cône verticale. Ça veut dire qu'ils vont nous donner vraiment une image tridimensionnelle de l'environnement avec un seul et même scan. Donc, les avantages des lidars, on a l'information 3D. Un des gros avantages des lidars puis des capteurs actifs, c'est qu'on va envoyer l'énergie dans l'environnement. Donc, on est indépendant de l'illumination externe. Disons, on n'est pas dépendant du soleil pour qu'un lidar fonctionne. On peut fonctionner la nuit, puis les mesures vont être littéralement les mêmes. Donc, c'est super intéressant comme composante de ces capteurs-là. Puis, troisièmement, vu que c'est des capteurs qui fonctionnent avec des lasers, c'est des capteurs avec lesquels ils ont été capables d'aller chercher une performance ou un degré de précision extrêmement élevé. Ce qui est intéressant en robotique parce que plus on a de précision avec nos capteurs, plus notre robot est précis. Les désavantages, en fait, si on compare, disons, un lidar à une caméra, ben une caméra, on va avoir un pixel sur un rectangle très, très, très dense, en fait, en information. On a beaucoup, beaucoup de pixels sur une même image. On a beaucoup d'informations. Tandis qu'un lidar, en ce moment, avec les technologies qui ont été développées, on envoie à 360 degrés, mais on n'a pas un point à une résolution aussi grande que les caméras. Ce que ça va donner, c'est des images, disons, plus sparse, qu'on appelle, ou avec une densité très faible. Deuxièmement, ça prend du temps de faire un tour au lidar de faire un tour sur lui-même. Donc, il y a une fréquence faible. Typiquement, les lidars, on va avoir 10 mesures par seconde environ. Puis, troisièmement, c'est le classique de ces capteurs-là. C'est nouveau, c'est une nouvelle technologie pour les véhicules autonomes. Les compagnies travaillent fort pour diminuer le prix, pour aller chercher plus de parts de marché, mais c'est encore considéré comme un capteur coûteux. Par exemple, si vous voudriez en acheter un lidar un peu comme celui-là qui est là, mais disons version chinoise pour sauver de l'argent, ça va tomber vers 3 000 à 5 000 là, quelque chose comme ça. Donc, ça coûte extrêmement cher d'acheter ces capteurs-là sur un véhicule ou un robot. De nouveaux capteurs, disons cette fois-ci pas actif, mais il va être passif, c'est la caméra. Je voulais dire aussi, il y a une présentation sur la cartographie et le SLAM qui va être faite plus tard dans le cadre des présentations, qui va beaucoup utiliser les lidars. Je vous invite à assister à cette présentation-là. Ça va être super pertinent pour votre formation. Puis ça va être une suite de qu'est-ce qu'on voit dans ce capteur-là. Deuxièmement, les caméras. En fait, il y a aussi une présentation qui va avoir lieu sur les caméras plus tard par Olivier qui est dans la salle. Puis les caméras, en fait, en fait, souvent on compare les caméras avec les lidars comme une petite guerre. Ce qu'on se rend compte, nous, c'est qu'il y a des avantages à l'un et les désavantages peuvent être comblés par l'autre. Fait que c'est des capteurs en réalité qui sont complémentaires. Ça dépend de la tâche qu'on veut faire avec le capteur, mais
on peut aller chercher des résultats hyper intéressants en combinant les deux. De un, la résolution est élevée puis la fréquence est élevée, c'est le contraire de ce qu'on a vu pour le LiDAR parce qu'on peut prendre beaucoup d'images avec beaucoup de pixels. Après ça, les caméras, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de codes qui existent pour utiliser des caméras puis les utiliser rapidement. En fait, ça rend la chose intuitive pour déployer des caméras sur des systèmes robotiques rapidement, ce qui est vraiment un avantage de ce capteur-là. Après ça, en fait, comme on l'a déjà dit, on a besoin de lumière pour faire fonctionner une caméra, sinon on va juste observer des carrés noirs. Il y a beaucoup de données. En fait, une caméra, comme on a dit, il y a beaucoup de résolution, mais ça prend des systèmes qui sont capables d'enregistrer autant de données. Au sein même de notre laboratoire, c'est un défi qu'on vit, puis on est en train de réviser les robots pour être capable de prendre l'influx de données hyper élevé qui est fourni par les caméras. Aussi, s'il pleut, s'il y a de la neige qui tombe, s'il y a de la poussière dans l'environnement, typiquement, les caméras vont avoir une diminution de performance significative, plus élevée que ce qu'on observe avec les lidars, du moins dans les expériences du laboratoire. Puis, troisièmement, en fait, si on a une seule caméra, on n'a pas d'information 3D. C'est comme si on se ferme un œil, on ne voit plus la profondeur, on n'a pas l'information. Euh, 3D, par contre, si on met deux caméras, il y a beaucoup de systèmes qui vont utiliser ça. En utilisant l'image provenant de deux caméras, on peut faire ce qu'on appelle la vue stéréoscopique, c'est ça? Ou on peut faire de la vision stéréo, disons. On va utiliser l'information des deux images pour créer l'information de profondeur sur les deux images, qui devient super intéressant. En utilisant deux caméras, en fait, on a un capteur qui nous donne beaucoup d'informations visuelles et la profondeur du système, ce qui est super intéressant. Par la suite, on a fait un bon tour des capteurs. On va faire un tour, cette fois-ci plus rapide, des actionneurs. En fait, les actionneurs, comment qu'on voit ça au laboratoire, c'est qu'on va utiliser un châssis. Typiquement, dans notre laboratoire, puis c'est assez similaire dans vos projets de recherche, on va acheter le châssis, on va, disons, un peu le prendre pour acquis. Mais ce châssis-là, en fait, il nous offre des fonctionnalités intéressantes, puis typiquement, c'est ça qu'on va rechercher. De un, à l'intérieur du châssis, on va avoir accès à une alimentation. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre une batterie pour transformer l'énergie emmagasinée dans la batterie en énergie mécanique pour interagir avec l'environnement. Puis, deuxièmement, il va comporter des moteurs ou des actionneurs pour permettre d'envoyer des commandes au système pour que le système se déplace au sein même de l'environnement. Donc, c'est vraiment les composantes importantes d'un châssis qu'on va utiliser. Je sais que vous aimez beaucoup les modifier, les châssis, puis c'est super intéressant. On fait la même chose au sein du laboratoire. On achète des châssis, puis on va ajouter les fonctionnalités. Mais typiquement, ce qui se fait en recherche en robotique, c'est rare qu'on va créer un robot de A à Z. Souvent, on va acheter des composantes qui existent déjà sur le marché. Puis on va les modifier. Par la suite, en fait, je voulais juste vous dire, en fait, des châssis, il y en existe toutes sortes de types. On peut en acheter à toutes sauces. Si on parle juste des véhicules à roues, en fait, il existe des châssis qui vont avoir ce qu'on appelle une géométrie de direction différente. Par exemple, on va prendre les véhicules qu'on dit skid steer. En fait, souvent, le véhicule que vous utilisez pour faire la déneigeuse autonome au sein du vol, en fait, c'est un véhicule pour lequel les roues sont pas capables de tourner sur eux-mêmes. En fait, les roues sont juste capables, ils vont toujours pointer dans la même direction. On peut penser à un char d'assaut pour avoir l'analogie, en fait, mais ces véhicules-là vont venir tourner en imposant une vitesse différente des deux côtés, puis en venant créer un dérapage au sein des roues pour pouvoir faire des mouvements de rotation. Tandis qu'on a l'autre type de géométrie qu'on connaît tous mieux, qui est Ackerman. En fait, Ackerman, c'est comme un véhicule routier. Les deux roues d'avant vont être en mesure de tourner à des angles différents pour permettre au véhicule d'effectuer des rotations. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun de ces modes de locomotion-là. C'est important de les connaître pour faire des bons choix sur le châssis qu'on va utiliser dans un projet, parce que ça peut paraître facile ou évident, mais ça a des gros impacts sur la suite des projets, en fait, le choix qu'on fait au début. Il existe de plus en plus des robots marcheurs également. Ces robots-là sont en train de faire leurs preuves pour naviguer dans des environnements où il y a beaucoup d'obstructions par terre. En fait, ils vont naviguer dans un environnement où, par exemple, seulement un humain serait capable de se déplacer. Donc, pour les usines, les stations de production d'énergie, ça devient super intéressant parce que c'est des environnements qui ont été pensés pour qu'un humain marche. Donc, c'est des systèmes qui sont très efficaces pour parcourir ces événements, ces environnements complexes-là. Puis finalement, à ne pas négliger, il y a le système de locomotion aérien ou les drones qui nous permettent de déplacer dans les airs, dans l'environnement. Souvent, ce système-là est intéressant pour aller voir
des parcelles d'environnement qui sont inaccessibles par à la fois le robot marcheur ou le robot à roues, ou même aller prendre des vues aériennes de l'environnement, ce qui peut être intéressant aussi. Donc, c'est un topo général de comment on voit les actionneurs euh, au sein d'un robot pour notre laboratoire. Finalement, au sein du robot, on a un ordinateur qui est très important, qui permet de... En fait, c'est le système qui permet d'effectuer les calculs demandés par les algorithmes. Ces ordinateurs-là, on voulait vous faire une petite nuance. En fait, il existe deux architectures qui vont typiquement être utilisées en robotique. La première, on appelle ça un CPU. En fait, c'est un processeur qui va nous permettre d'effectuer des calculs en série. Puis on a un autre qu'on va appeler un GPU, qui est un processeur en parallèle. En fait, c'est vraiment ça la nuance entre les deux. Il y en a un qui va exécuter les instructions une après l'autre, puis l'autre va effectuer toutes les instructions, mais en parallèle l'une avec l'autre. Si on essaie de. Je sais pas si. OK. Si on a un système qui fait des calculs en série, en fait, ça va donner un peu une opération comme ça. Ce robot-là, son intention, c'est de dessiner une image, en fait. Puis si on accélère un peu plus vite, c'est les Mythbusters, ils font rien, ils font tout en large. En fait, ils vont paralléliser ce dessin-là en mettant un canon pour chacun des pixels, disons, de l'image. Puis ça va extrêmement vite. Le temps qu'on a besoin pour faire ces tâches-là, potentiellement la même tâche avec un GPU, en parallélisant les calculs, est extrêmement diminué. Puis il y a beaucoup, beaucoup de recherches vraiment état de l'art en robotique qui se fait simplement en prenant les mêmes instructions qu'on faisait avant, mais en les mettant sur un processeur en parallèle, ce qui permet de calculer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps. L'intelligence artificielle se base beaucoup sur des systèmes comme ça, notamment. Donc, on voulait juste vous montrer l'existence de ces deux composantes-là. Deuxièmement, d'un point de vue logiciel, on utilise ce qu'on appelle Robot Operating System. C'est un classique en robotique. Beaucoup de gens qui travaillent à la fois dans l'industrie ou dans le domaine académique utilisent ce logiciel-là. Le but du logiciel ROS, en fait, c'est de prendre plusieurs nœuds. Les nœuds, on peut les voir comme des programmes individuels. Pensez à un script Python, un script MATLAB, puis de créer des canaux de communication entre ces programmes-là, puis en fait de transférer l'information. Donc, on a, disons, un programme ici qui va effectuer un calcul, ou disons, ce programme-là, c'est notre caméra qui va envoyer l'image de caméra dans un canal, puis cette image de caméra-là peut ensuite être transférée à des programmes qui vont permettre d'effectuer de la navigation autonome. Mais toute cette infrastructure-là de gestion de données, on peut faire beaucoup, beaucoup d'analogies avec le Internet of Things, pour les gens qui connaissent ça. Cette gestion de flux de données-là est hyper importante pour un robot parce qu'on a beaucoup de capteurs qui travaillent en temps réel. On a beaucoup d'algorithmes qui travaillent en collaboration. Puis ça nous permet en fait de vraiment créer l'interaction, disons, entre les neurones qu'on pourrait voir comme étant les programmes qui runnent sur le robot en temps réel. Jean-Michel va vous faire une présentation en détail de ROS, potentiellement avec beaucoup de démonstrations. Je vous invite à assister à ça aussi parce que ça va vous donner une bonne base qui va être hyper importante pour vos travaux au véhicule autonome. Puis, deuxièmement, en fait, on utilise beaucoup de langage de programmation en robotique potentiellement, mais les deux principaux, c'est Python et C++. C'est vraiment ça qui est le plus utilisé dans le domaine. La raison pourquoi il y en a deux, c'est que Python est un langage qu'on va dire interprété. Ça veut dire que c'est un langage qui est relativement, en fait, il est voulu pour être simple à utiliser, donc ça va rapide, c'est vite d'utiliser Python pour créer des programmes. Puis en fait, vu qu'il y a beaucoup de gens en sciences qui utilisent ce langage-là, c'est hyper pertinent pour effectuer des analyses ou visualiser des données. Python a une performance extrêmement élevée pour faire ce genre de tâches-là. Puis après ça, on a les langages compilés, comme le C++ qui est utilisé en robotique. Ce langage-là, en fait, va nécessiter un temps à l'ordinateur pour transformer le script ou l'exécutable qu'on lui écrit en langage machine. C'est ça la définition de compilation. Mais ce langage machine-là peut être exécuté extrêmement rapidement par l'ordinateur. Donc, en fait, on va vouloir utiliser des langages compilés pour des tâches qu'on doit faire en temps réel, comme par exemple localiser le robot avec un capteur LIDAR. Au sein du laboratoire, c'est programmé en C++, cet élément-là. Mais prototyper un nœud qui ne demande pas trop de temps de calcul, ça peut être fait dans Python, puis ça peut être fait beaucoup plus rapidement en Python. Donc, pensez à cette dualité-là. Probablement que vous allez être amené à aller chercher du code en ligne, l'implémenter sur le robot du véhicule autonome. Puis, il y a 99% de chances que ça soit écrit en un de ces deux langages-là. Donc, soyez conscient
de l'existence, puis c'est pertinent d'avoir une bonne compétence dans les deux pour effectuer de la robotique. Troisièmement, en fait, dernièrement, on a une partie super importante de la robotique qui est les algorithmes qui permettent d'effectuer des tâches puis de la navigation autonome. Au sein du laboratoire, c'est vraiment ça sur lequel on va passer la grande majorité de notre temps. C'est ce qu'on va appeler les algorithmes haut niveau. C'est ce qui va nous permettre de faire les tâches de localisation, planification, etc. avec un robot. Pour parler des algorithmes, on va faire un petit peu de maths, mais vraiment pas beaucoup. En fait, le but, c'est de vous donner les concepts vraiment généraux des éléments mathématiques qui sont importants dans chacun des algorithmes. Vous allez voir, ça va vraiment aller vite. Mon but, c'est juste de vous donner une notion des mots-clés qui sont utilisés en robotique. La première notation importante, on appelle ça un vecteur d'état. Puis ce vecteur d'état-là est composé, entre autres, de ce qu'on appelle la pose du robot. La pose, c'est un mot qui est souvent tiré de l'anglais. On peut voir ça comme la position du robot. Donc, si on a un robot qui évolue dans le monde, disons le monde, on voit ça comme un plan cartésien, mais en fait, ça va être la position linéaire, donc X, Y, Z du corps du robot, et l'orientation du robot. L'orientation du robot, c'est, disons, on prend encore le même plan cartésien, mais ça va être l'orientation selon là, j'ai mis l'axe des X là. L'orientation selon l'axe des X, l'orientation selon l'axe des Y et l'orientation selon l'axe des Z. Ces trois orientations-là, en fait, si on les combine ensemble, on est capable de représenter n'importe quelle position du robot dans le monde. C'est ça, en fait, la pose du robot. Deuxièmement, le vecteur d'état. Le vecteur d'état, en fait, je vais vous montrer la définition. Dans un livre vraiment utilisé en contrôle, pas juste en robotique, qui s'appelle Modern Control Engineering, écrit par Ogata, j'ai pris la définition hier de c'est quoi un vecteur d'état pour vous donner la bonne façon de penser. C'est le nombre n de variables minimales qui permettent de caractériser l'état d'un système dynamique. Puis on parle de n'importe quel système dynamique. Ça veut dire c'est l'information minimale qu'on a besoin pour décrire le comportement d'un véhicule. Puis, dans le cas de la robotique, très, 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 très souvent, l'ensemble de la variable d'état minimale pour décrire la dynamique d'un système robotique, c'est la position du robot, donc la pose, le même vecteur qu'on a vu avant, et sa dérivée, donc la vitesse du robot selon toutes les mêmes directions. Est-ce que je vous ai perdu là-dessus sur c'est quoi un vecteur d'état? Probablement une question d'examen si vous faites les cours de robotique éventuellement. Donc, c'est ça. Ouais, vas-y. Oui, exact. Donc, c'est une excellente question. Puis d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Il se posait en avoir un ici aussi. On a une question sur qu'est-ce que ça veut dire à la T. En fait, c'est vraiment juste pour dire que le vecteur est transposé. Donc, en réalité, typiquement, on va écrire ces vecteurs-là à la verticale. Je l'ai écrit comme ça d'un souci de manque d'espace dans la diapositive. Souvent, dans les textes, on les voit écrits comme ça, mais d'habitude, on les met comme un vecteur n lignes par une colonne, en fait. Deuxième notion mathématique hyper importante en robotique, c'est la trajectoire. La trajectoire, en fait, la définition purement mathématique, c'est un ensemble de poses de robot. Donc, on revient, on reprend la pose du robot, qui est, disons, la position comme ça, mais une trajectoire, puis pensez juste à la trajectoire pour l'instant, c'est la série de poses qui ont été suivies par le robot, par exemple. Donc, tu sais, le robot, il commence ici, puis il se déplace jusqu'ici. Ça, c'est une autre pause. Après ça, ça en est une autre pause. L'ensemble de ces pauses-là, c'est une trajectoire. Euh, il y a une nuance à faire entre trajectoire et chemin. C'est important pour vous de savoir cette nuance-là. Je vais vous l'expliquer directement. En fait, une trajectoire, chaque pose de robot, là on peut le voir dans les maths que j'ai mis ici, chaque pose de robot est référencée par rapport au temps. Ça veut dire au temps 0, je suis ici. Au temps 1, je suis à une autre position. Au temps 2, je suis à une autre position. Temps 1, temps 2, c'est ça. Un chemin, c'est vraiment la série géométrique de positions. Donc, il n'y a aucune notion de temps. C'est vraiment juste dire position 1, position 2, il faut que je suive ça. Typiquement, en robotique mobile, on se fie beaucoup au chemin en planification ou en contrôle parce que si on disait au robot, je veux pas seulement que tu suives cette trajectoire-là, je veux que tu la suives, mais dans le temps. Donc, si le robot frappe un obstacle qui n'était pas prévu, il va être obligé de compenser vraiment fort pour se rendre à sa prochaine position dans le temps donné. Comprenez-vous la nuance, en fait? Tandis qu'en chemin, c'est correct de frapper un obstacle tant que tu es capable de suivre le chemin, mais pense pas au temps que ça te prend pour le prendre, en fait. Comprenez-vous la nuance?
En robotique spatiale, par exemple, si on envoie une fusée dans l'espace, on va s'intéresser au temps parce que le degré de précision nécessaire pour ça, puis les phénomènes physiques sont extrêmement compliqués. Il y a beaucoup d'énergie qui est investie pour donner cette notion de temps-là. Typiquement en robotique mobile, quand on fait du contrôle ou de la planification, on n'y pense pas. Donc, c'est vraiment la nuance. Puis, troisièmement, il existe une autre notion qu'on appelle le vecteur de commande. C'est le plus simple des trois. Le vecteur des commandes, c'est que pour qu'un robot se déplace, il faut qu'on envoie des commandes au robot. Puis, typiquement, on a un vecteur qui définit tout ce qu'on peut envoyer comme commande au robot. Le plus simple, c'est euh, un véhicule. On va souvent lui dire ta vitesse à laquelle tu dois avancer et la vitesse angulaire que tu dois avoir. C'est typiquement ça qu'on va envoyer comme commande au robot. Généralement, on ne dit pas au robot va à cette position-là. On lui dit avance à cette vitesse-là. Mais il pourrait avoir un système qui est asservi ou qui fonctionne avec la position. C'est juste typiquement pas, disons, c'est pas rétabli, c'est pas très partagé dans l'état de l'art. Il n'y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Typiquement, c'est des vitesses qu'on va utiliser. Puis, ce vecteur d'entrée-là, si c'était, disons, un bras robotique ou de la robotique manipulative, ben, ça serait la vitesse angulaire de chacune des accélérations de mon bras, en fait. C'est souvent comme ça que ça va venir être asservi, ce système-là. Puis là, en fait, il y a trois types, ou il y a trois, disons, problèmes. On trouve que c'est la bonne façon d'imager ça. Il y a trois problèmes majeurs en robotique. Si on est capable de les résoudre les trois simultanément, on a mis une petite étoile ici pour dire que c'est le Saint Graal. Ça, si on est capable de faire ça, on a un système qui résout les problèmes qu'on veut. C'est ça que vous voulez aller chercher. Ces trois problèmes-là, le premier, c'est la perception. Ça veut dire qu'on veut que le robot soit capable d'observer l'environnement, se localiser dedans, savoir, vraiment avoir une notion de qu'est-ce qui est autour de lui. Le deuxième, la planification. On veut que le robot soit capable de se faire un plan dans le futur de c'est quoi les étapes qu'il doit franchir pour accomplir une tâche. Puis le troisième, c'est le contrôle. En fonction de ce plan-là et de ma connaissance de l'environnement, je veux savoir c'est quoi les actions que je dois poser ou les vitesses linéaires angulaires que je dois faire pour effectuer les tâches que j'ai planifiées à faire. Si on règle ces trois problèmes-là en boucle, en continu, c'est tous les problèmes de la robotique. C'est juste, il faut être capable d'exprimer, disons, tourner une valve avec un robot de cette façon-là en mathématiques, en fait. Mais si on est capable de faire ça, on les règle tous. Puis je vous ai mis ça aussi. Mathématiquement, en fait, la perception, ben, on vise à évaluer le vecteur d'état. Donc, mathématiquement, c'est ça qu'on cherche à faire pour garder ça simple. Planification, on cherche à trouver le chemin optimal pour accomplir une tâche. Puis, en contrôle, on cherche à trouver les commandes optimales pour suivre ce chemin-là. C'est vraiment ça, les trois nuances. On va les passer rapidement, chacun des sous-domaines. On va refaire des présentations sur ces problèmes-là dans le futur. C'est important de suivre ces autres présentations-là parce que ça va vous donner beaucoup de détails importants. Le premier problème, c'est la perception. Puis il y a un sous-problème à la perception qui est très, très, très populaire en robotique qui s'appelle le SLAM ou le Simultaneous Localization and Mapping. Si vous cherchez du code en ligne de robotique, ça va arriver à un moment donné que vous allez lire ce mot-clé-là. L'idée, c'est que un robot, pour être capable de se localiser dans l'environnement, doit être capable de créer une carte dans l'environnement. Et pour créer une carte de l'environnement, il doit être capable de se localiser dans l'environnement. Donc, c'est vraiment un problème d'œuf et la poule qui a été posé. Puis les algorithmes, en fait, leur but, c'est de trouver la façon algorithmique, optimale, d'utiliser les informations qui proviennent d'un capteur, comme on a ici une caméra, une centrale inertielle, puis de venir optimiser ces informations-là pour créer une carte et localiser le robot simultanément. Puis c'est d'ailleurs le sujet de la présentation qu'Olivier va faire et que Simon-Pierre va faire. En fait, je pense peut-être, Olivier, tu vas parler peut-être un peu plus de détection avec les caméras, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres détails sur ce problème-là et qu'est-ce qu'on essaie de faire en perception. Deuxième problème en perception, c'est la détection. En fait, on veut que notre robot soit capable de détecter des points d'intérêt dans l'environnement pour faire des tâches. On parle de la valve. Le robot doit savoir est où la valve, puis comment il peut interagir avec pour pouvoir venir la tourner. Donc, on a beaucoup d'algorithmes. C'est très souvent, en ce moment, c'est beaucoup d'intelligence artificielle qui va venir prendre le dessus sur ces problèmes-là pour détecter des objets dans les environnements comme un chien, un vélo, un véhicule, ou même segmenter un environnement dans le cas d'un véhicule autonome,
où on a la route praticable, les autres véhicules qui se trouvent sur la route, les feux de circulation. Une fois qu'on est capable de segmenter cet environnement-là, puis de détecter l'environnement, c'est un peu la même chose qu'on fait quand nous, on conduit notre propre véhicule. On doit aller trouver les points d'intérêt dans notre champ de vision, puis prendre des décisions en fonction de l'information qu'on trouve dans ces points d'intérêt-là. C'est les deux gros problèmes de la perception. Deuxièmement, on a le contrôle. En fait, on a notre petit robot ici. Le but du contrôle, c'est, disons, on prend un chemin de référence, puis ça, on prend le robot mobile, mais c'est applicable à n'importe quel domaine. On prend un chemin de référence qu'on donne en entrée à un algorithme. Cet algorithme-là, en fait, on veut, on prend le chemin de référence et une localisation en entrée, puis on veut calculer les commandes nécessaires pour que le véhicule effectue le meilleur suivi du chemin possible, puis qu'il soit capable de rester sur le chemin désiré, en fait. C'est vraiment ça le contrôle. Puis je vous ai sorti un exemple d'application qui est faite en Suisse sur un véhicule de course autonome qui va venir aller chercher. Vous voyez le chemin de référence en blanc, vous voyez les trajectoires effectuées par le robot en vert. Puis en fait, son but, c'est vraiment d'être le plus serré possible sur le chemin en allant le plus rapidement. Donc, c'est vraiment un problème d'optimisation en temps réel, de trouver les meilleures commandes pour suivre ce qu'on veut que le robot fasse. Il va y avoir une présentation là-dessus. La dernière présentation de la série tutoriel, c'est moi qui vous la redonne sur le contrôle, en fait. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus de venir assister à cette rencontre-là. Puis, troisièmement, la planification. En fait, c'est simple, on a un environnement, on est capable souvent de cartographier via la perception. Puis, on veut trouver la suite de positions nécessaires pour sortir, disons, du labyrinthe ou aller à l'endroit désiré dans l'environnement. C'est un principe général de la planification. Puis, on peut voir typiquement, encore fait en Suisse, on a un super bon laboratoire de robotique en Suisse, où ils utilisent un robot quadrupède pour faire une cartographie de l'environnement. Puis, en fait, leur but, c'est d'identifier les zones dans l'environnement où le robot est en mesure de marcher. Donc, typiquement, il va essayer d'éviter la végétation sur les côtés. Mais ces cartes-là, en fait, c'est utilisé hyper fréquemment en planification. Vous allez en utiliser avec le véhicule autonome, c'est sûr. Ils vont prendre une forme probablement différente de ce que c'est là, mais les informations sont souvent les mêmes. Donc, c'est un élément hyper important de la planification, être capable de faire une carte de l'environnement. Puis, deuxièmement, en fait, il y a un logiciel qui est nouveau, qui commence à être très fortement utilisé dans le domaine, qui s'appelle OpenRMF. Ce logiciel-là permet de prendre ce qu'on appelle maintenant qu'on a réussi à faire fonctionner un robot. On peut faire fonctionner un essaim qu'on appelle de robot, donc plusieurs de robots disons, en harmonie ou créer une synergie dans une flotte de robots simultanément. Donc, ce logiciel-là va prendre plusieurs robots dans un environnement, puis ils vont permettre d'aller explorer les différentes zones. Mais une fois qu'un robot est passé sur une zone, en fait, c'est pas nécessairement important pour l'autre robot de venir faire la même opération. Donc, sachez que ce logiciel-là utilise si jamais vous en venez à faire fonctionner un essaim de robot. Puis, troisièmement, en fait, dans la salle, à main levée, qui pense que les approches par apprentissage automatique ou machine learning, c'est la solution idéale, c'est la meilleure solution en robotique? Puis, ceux qui ne lèveront pas la main en passant, je vais prendre pour acquis que votre réponse, c'est que c'est les apprentissages basés sur la physique ou très mathématiques ou disons classiques qui sont les meilleurs. Donc, votez. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. C'est bon, mais c'est. Dans notre laboratoire, on est gros sur les approches classiques. Donc, si vous avez levé la main, on est fâché. Mais c'est pas vrai. En fait, ce qu'on pense, c'est que il y a. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a une complémentarité entre les deux approches. En fait, les approches classiques résoudent beaucoup de problèmes et sont généralement vraiment robustes dans une zone donnée. Donc, on prend ici l'ensemble de ce que le robot peut faire. Ça, disons l'ensemble, on modélise ça juste comme un cercle vert comme ça. Mais en fait, typiquement, les approches basées sur des modèles, ils vont être hyper performantes dans une très petite région. Ils vont vraiment permettre d'offrir des super bonnes garanties sur exactement ce que le robot va faire parce qu'on modélise la physique du robot puis on est capable de bien le faire. Donc, ces approches-là sont très performantes dans cette zone-là. Tandis que les approches basées sur l'apprentissage, généralement, comment ça va donner, c'est qu'ils vont être moins performantes que les approches classiques, mais quand même performantes. Ils vont quand même offrir un certain degré de performance sur toute la plage, en fait. Par contre, des fois, il y a des moments, disons, l'exemple du Tesla qui a foncé dans un camion, mais ça, c'est un exemple où l'approche par apprentissage, parce qu'ils sont très forts là-dessus chez Tesla,
n'a pas été capable d'être assez performant dans une certaine région, en fait. Puis pour être en mesure de déployer ce système-là, il aurait dû être aussi certain qu'une approche basée classique. Puis c'est vraiment ça la dualité entre les deux. Qu'est-ce qu'on pense au laboratoire? C'est il y a des problèmes, disons la détection, qui sont extrêmement bien définis pour une approche d'apprentissage automatique. Dans notre participation au DARPA Challenge, la détection des artefacts ou des survivants était faite avec du machine learning, puis la performance que ça avait, c'était exceptionnel. On pouvait prendre une photo noire, n'importe qui d'entre nous prenait une photo noire, tu disais je vois rien, puis la personne disait ah ben le machine learning a détecté un ventilateur. Il y avait un ventilateur, littéralement on voyait rien, puis les nuances qui peuvent être utilisées avec ces approches-là, ils sont hyper intéressantes. Puis, toutes les tâches, en fait, dans notre laboratoire, souvent, ce qu'on fait, c'est que les tâches associées à la navigation d'un véhicule, comme la localisation, la cartographie ou le contrôle, souvent, on va utiliser des approches basées sur les approches classiques ou la physique du système, parce qu'en fait, peu importe ce qu'on va faire en laboratoire, si on veut vendre un système robotique sur le terrain, on veut offrir des garanties. On veut dire le véhicule ne va pas foncer sur les piétons, en fait. Puis pour offrir ces garanties-là, il faut une connaissance du système qui est juste pas disponible avec les approches par apprentissage. Donc c'est vraiment la dualité. Puis c'est beaucoup plus large que ça comme problème. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est embarquer dans notre mentalité que c'est des approches complémentaires. Il y a des problèmes qui vont être super intéressants à régler avec l'une, des problèmes qui vont avec l'autre. Puis même, un seul et même problème peut avoir une approche hybride qui va utiliser les avantages des deux simultanément. On voulait prendre le temps de dire ce message-là parce que souvent on entend une espèce de débat entre les deux qu'on juge que les deux sont complémentaires. Ouais, c'est une excellente question. Je peux répéter ta question. En fait, dans un contexte d'apprentissage automatique ou de machine learning, c'est quoi ton nom, excuse? Brandon nous pose la question, puis c'est vraiment une excellente question, sur comment est-ce qu'on va stocker l'information qui va permettre d'entraîner le modèle. On s'entend, c'est un peu ça la question. En fait, via ROS ou Robot Operating System qu'on a vu tout à l'heure, on a des fonctionnalités logicielles qui permettent de stocker littéralement toutes les données qui sont partagées dans le réseau interne du robot, en fait. Puis ça, on va créer un fichier de base de données, de navigation, en fait, avec ce système-là. Puis ça, on peut prendre ce fichier-là, le mettre sur un ordinateur typiquement très puissant qu'on a, disons, vous en avez un au laboratoire du vol, puis on en a beaucoup en haut au laboratoire. On va venir utiliser ces données-là sur l'ordinateur pour entraîner les systèmes. On va appeler ça hors ligne. Ça veut dire que c'est pas pendant que le robot navigue. Puis on va entraîner le modèle hors ligne. Puis après ça, on va prendre les paramètres d'entraînement du modèle, puis on va les déployer sur le système. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va faire cette boucle-là, d'aller récolter des données, les sortir sur un autre ordinateur, entraîner. Ça peut être super long en passant. Sortir les données de l'entraînement, puis les remettre sur le robot. Maintenant que le robot a eu la chance d'être entraîné sur les données. Puis typiquement en robotique, ce système-là, c'est pas en fait une seule étape, c'est un cycle. Le robot va continuer à aller chercher des données, puis nous, on va aller prendre ces données-là, puis les entraîner, puis envoyer les nouveaux paramètres, disons, ou la nouvelle version mieux entraînée du robot en continu. En fait, on va toujours vouloir que ça arrive. C'est typiquement comme ça que c'est fait. Les approches classiques, en passant, ont souvent de l'entraînement, aussi, il y a juste moins de paramètres. C'est souvent, disons, on va voir dans la modélisation des véhicules puis le contrôle, on va avoir des paramètres associés, disons, au coefficient de friction entre la roue et le sol du robot, qui sont extrêmement durs à modéliser physiquement, papier-crayon. Donc, on va utiliser le robot pour aller chercher des données sur le terrain, puis on va identifier ces paramètres-là en fonction des données de navigation. Donc, c'est très rare que des systèmes robotiques sont déployés disons, version finale sans avoir au préalable été déployé beaucoup de temps dans l'environnement en question, là. Les gens qui ont du succès, typiquement, c'est des gens qui ont fait leur devoir puis qui ont déployé beaucoup d'heures avant que le produit soit déployé, disons, comme état final, là. Ou, en fait, l'état final n'existe pas. Ça continue, on va toujours améliorer cet état-là. C'est ça. Merci pour la question. Je pense que c'était un point qui manquait dans ce que j'avais dit. Avez-vous d'autres questions? En fait, c'est la dernière slide avant la conclusion. Là, je peux la faire, là. Mais OK, on va revenir sur les points importants qu'on a dit aujourd'hui. Je m'excuse et on posera les dernières questions par la suite. En fait, on a un robot avec lequel on veut faire des tâches. Ces tâches-là vont avoir l'air très simples quand on va le faire. Disons, vous avez un robot déneigeur. Pelleter, c'est vraiment simple. On est tous capables de le faire. Mais le faire de manière autonome, c'est complexe.
Donc, il faut penser à ça. Quand on veut le faire, à chaque tâche qu'on va faire avec un robot, le temps qu'on va devoir mettre à automatiser cette tâche-là va nous prendre beaucoup plus de temps que le temps de la faire une fois. Mais il faut penser au long terme où on est capable de ne plus jamais avoir besoin de faire la tâche. Deuxièmement, un véhicule autonome, c'est un système qui comporte beaucoup de composantes physiques ou hardware, on peut appeler, et des composantes logicielles. Puis c'est important d'être capable d'interagir entre les deux. Il y a des gens entre vous qui vont travailler sur ces deux composantes-là en même temps, mais c'est important pour vous de les comprendre, les deux, puis d'être capable d'interagir avec vos collègues qui vont travailler sur chacune des composantes. C'est super passionnant de travailler sur un domaine autant multidisciplinaire, mais ça prend aussi des capacités de communication importantes. Aussi, on l'a dit, chaque capteur, puis on peut même dire ça sur chaque approche ou chaque système a des avantages et des inconvénients. Nous, la seule chose qu'il faut faire, c'est pas dire, moi, mon système, je suis quelqu'un qui fait des caméras, donc je me bats corps et âme pour les caméras. C'est dire, les caméras ont leur avantage ici, les leaders ont leur avantage ici. On va construire un système qui tire avantage des deux. Puis après ça, on a réglé le problème. En fait, c'est vraiment ça, la façon de penser dans le futur en robotique, puis tous les chercheurs s'enlignent vers ça. Quatrièmement, on a trois problèmes importants en robotique. On a perception, planification, puis contrôle. Pensez dans votre équipe du vol, en fait, vous allez sûrement être affecté à un de ces problèmes-là normalement. Puis c'est bon aussi de segmenter chacun des problèmes, ça rend ça un peu plus clair pour effectuer des tâches. Donc c'est tout ce qu'on voulait dire. Merci, j'ai pris beaucoup de temps pour la présentation. Merci pour votre patience et votre attention. J'espère que ça a été intéressant puis que ça vous a mis des idées à la bonne place. On fait ça pour aider, puis on fait ça pour partager les connaissances, cette série de tutoriels-là. Donc, merci beaucoup. Merci en ligne aussi pour votre participation.